Dans l'épisode précédent, Martine Laroche-Joubert fait ses premiers pas dans le journalisme de presse écrite, d'abord au service économie, puis des faits divers, avant de sortir de sa zone de confort, direction la Centrafrique. Dans cet épisode, Martine Laroche-Joubert, qui se découvre enfin un réel intérêt pour le journalisme, cherche à entrer au service de politique étrangère, d'abord en vain. Mais très vite, elle se retrouve à multiplier les reportages clandestins dans des zones de guerre, comme en Afrique du Sud, ou encore en URSS au début des années 80. Épisode 3, l'appel du terrain. J'avais à peu près 30 ans. C'était vers 1980 et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je rentre dans le service de politique étrangère. À ce moment-là, c'était Pierre Lescure qui était directeur de la rédaction, donc je suis allée lui dire ça. Je voulais rentrer dans le service de politique étrangère. Il m'a dit mais quelle drôle d'idée, on reçoit des images de partout, ça sert à rien d'envoyer des journalistes à l'étranger. Et ben non, reste aux faits divers. Je trouvais ça quand même curieux, bizarre et au fond pas très professionnel, de dire que c'était mieux de ne pas envoyer de journalistes sur les conflits, etc. Donc j'ai attendu qu'il s'en aille. Puis le père de mon fils est devenu directeur de la rédaction, donc je suis repartie à l'attaque. À ce moment-là, il y avait déjà une fille qui était dans le service de politique étrangère, Patricia Coste, qui avait commencé à couvrir la guerre du Liban. Et en 82, je suis donc rentrée dans le service de politique étrangère. Et finalement, il y a des journalistes d'Antenne 2 qui se sont fait enlever par le Hezbollah, déjà, à l'époque. Et toute l'équipe, avec Philippe Rochaud, rédacteur, lui, il est resté 3 mois aux mains du Hezbollah, mais l'éclairagiste, lui, il est resté 2 ans. Et à la rédaction, il s'était imaginé que le Hezbollah n'allait pas enlever de femmes. Très bien. Donc, du coup, ils m'ont envoyé au Liban. Donc, on partait en équipe de filles. On partait avec une fille à la caméra, une fille au montage. Mais on peut pas dire que j'ai beaucoup couvert la guerre du Liban. J'ai vraiment couvert à la marge. Et puis, mon premier reportage où ils se sont dit, tiens, quand même, elle se débrouille pas trop mal dans des situations dangereuses, c'était en Haïti, en 1987. Il y a une foule armée de machettes, etc., une foule excitée en direction du bureau politique. Il y avait eu des élections, les premières élections libres depuis le départ du dictateur Baby Doc, le fils de Duvalier. On m'envoyait couvrir ça et les tontons Macoute, qui étaient les hommes de main de Baby Doc, eux étaient restés en Haïti. Ils avaient décidé de faire annuler les élections. Donc ils sont rentrés dans un bureau de vote et ils ont commencé à découper des gens à la machette devant nous, avant d'essayer de nous découper nous-mêmes. Et dans cette situation extrêmement tendue, j'ai eu l'impression de faire correctement mon métier, de ne pas céder à la panique. Parce que c'est normal d'avoir peur dans ce genre de situation, bien sûr j'avais peur. Mais la panique, c'est quelque chose de très particulier. La panique, d'abord c'est contagieux, ça s'attrape. Et la panique vous fait prendre toujours de mauvaises décisions. Donc là, j'ai pas paniqué, j'ai continué à travailler sur ces élections, qui ont d'ailleurs fini par être annulées, mais je ne me suis pas affolée. Et là, à la rédaction, ils se sont dit, tiens, elle se débrouille pas mal, finalement sur des terrains dangereux, peut-être qu'on peut l'utiliser. Dans cette période, j'ai aussi fait beaucoup de reportages qui étaient aussi un peu dangereux parce que je partais clandestinement. Par exemple, je suis allée en Afrique du Sud avec un visa touriste et avec une femme à la caméra qui avait également un visa touriste. On n'avait même pas pris le même avion. C'était du temps de l'apartheid. Ça devait être en 84. Et à l'ambassade, ils nous demandaient pourquoi on voulait aller en Afrique du Sud. Donc je leur avais raconté que j'avais une déception sentimentale terrible et que je voulais me reconstituer en Afrique du Sud, qu'on m'avait dit que c'était un pays très sûr et que même on pouvait ne pas rencontrer de Noirs. Il y avait des routes spéciales pour les Blancs, tout ça et tout. Bon, d'accord. Ils ont trouvé vraiment que j'étais une candidate formidable au tourisme en Afrique du Sud. Mon ami a raconté à peu près la même chose. On est parti dans 2 avions différents pour être sûr qu'il ne fasse pas de jonction entre nous deux. Et en Afrique du Sud, donc on a fait tous ces reportages clandestins en prétendant que nous étions institutrices, etc. Et on a fait des reportages qui étaient vraiment, vraiment intéressants.
sur des enfants qui avaient été mis en prison, sur aussi des femmes qui se battaient contre l'apartheid. On est allé dans les townships. J'avais fait l'interview de Winnie Mandela à l'époque. Voilà, on a fait des reportages qui étaient vraiment bien. Et entre cette fille et moi, qui s'appelait Dan Loustalo, on s'est rendu compte qu'on passait aussi très bien, toutes les deux, en clandestin. On est allé plusieurs fois dans le bloc de l'Est, et en URSS aussi. Là, on prétendait qu'on était employés de la SNCF. À ce moment-là, il y avait beaucoup de communistes à la SNCF. Et donc, on partait dans des voyages organisés avec la SNCF. On a fait des reportages, par exemple, en URSS, sur les Refouzniks. Les Refouzniks, c'était des juifs du RSS qui voulaient quitter l'URSS pour aller en Israël. Donc, du coup, à partir du moment où ils avaient demandé à quitter l'URSS, ils perdaient leur boulot. Ils étaient souvent physiciens, professeurs, enfin, ils avaient des emplois vraiment importants. Et comme il était interdit à ce moment-là de ne pas avoir de boulot en URSS, ils acceptaient n'importe quoi, c'est-à-dire être gardien de nuit, etc. Donc on a beaucoup tourné comme ça en URSS, on a fait beaucoup de reportages. Et une fois, on a été arrêté par le KGB en train d'interviewer quelqu'un. On s'était dit que si jamais on est prise, on n'avouera pas. On inventera quelque chose. Voilà. Et donc on a été pris au moment où on interviewait quelqu'un. On a été emmené par le KGB, interviewé séparément. Et moi, je ne répétais qu'une seule phrase, je veux voir le consul de France. Donc ils m'ont menacé, hein. C'était vraiment comme dans les films, en habits de cuir noir, etc. Ils étaient très nombreux. Notre chance, c'était qu'à ce moment-là, c'était des caméras Super 8, donc ils ne pouvaient pas lire ce qu'on avait fait. Ils ont pris les petits films, mais ils ne pouvaient pas le lire tout de suite, en tout cas. Donc on est resté comme ça plusieurs heures dans les commissariats, et finalement, ils ont appelé le consul de France. On a continué à mentir, bien entendu, au consul de France. Voilà, on lui a expliqué qu'on était touristes en réalité, et qu'on demandait notre chemin, c'est tout. La caméra, non, on filmait, parce qu'on filmait tout le temps comme des touristes, voilà, mais on demandait notre chemin, point barre. Et ils ont fini par nous relâcher. Et alors là, la question se posait, soit on quitte l'URSS, soit on reste, pour continuer le reportage. On est resté, parce qu'il fallait en plus tout recommencer, ils nous avaient confisqué les films et tout ça, donc il fallait tout recommencer. On ne savait pas s'ils allaient lire les films, ou pas. Donc chaque fois qu'on tapait à notre porte, on se disait « Ah, c'est eux, c'est le KGB qui revient ». Donc voilà, j'ai beaucoup tourné avec Dan Loustalo, aussi bien en URSS, en continuant le reportage. Et ça, c'était vraiment dur comme décision. Et puis après, on a beaucoup tourné en Tchécoslovaquie, en Pologne. On est allé interviewer Walesa, le leader de Solidarnosc, le syndicat Solidarnosc, qui était en opposition avec le régime de Moscou. On a été suivis quelquefois pour nous arrêter aussi. En Tchécoslovaquie, je me souviens, il y avait des agents des services secrets tchèques qui nous suivaient, mais ils avaient besoin d'un mandat pour nous arrêter. Donc ils nous ont suivis, on est monté dans un bus, et je me souviens, à un moment le bus s'est arrêté, et au moment où les portes se refermaient, Dan et moi on est passé par les portes, on a traversé l'autoroute, on a pris un autre bus en sens inverse, et eux, les agents du service secret, se sont retrouvés coincés dans le bus dans l'autre sens. Une fois aussi, on s'est échappé d'un séminaire de philosophie clandestine, parce que la procédure est lourde quelquefois pour une arrestation, la bureaucratie. Donc ils étaient dans l'escalier pour nous arrêter, ils attendaient encore un mandat. Et puis on s'est échappé par les toits. Puis après on avait oublié les films, il a fallu les récupérer, tout ça et tout. Bon, donc on vivait des aventures qui ressemblaient d'une certaine manière à la vie que peuvent mener les espions, quoi, sous couverture, soit d'agents de la SNCF, soit d'institutrices, soit d'autres, etc. C'était des aventures. Et en plus, quand vous avez ces aventures avec une fille qui est costaud, qui filme remarquablement bien, elle était sûre de moi, j'espère, et moi j'étais sûre d'elle, qu'elle ne se dégonflerait jamais. Je suis aussi rentrée à Gaza clandestinement la première fois. C'était la première fois que j'allais à Gaza. Et je voulais faire un reportage sur entrer dans l'intimité des familles palestiniennes. À ce moment-là, Gaza était en 1988 sous contrôle israélien. Et donc, ils nous laissaient rentrer dans Gaza, mais sous leur surveillance. C'est-à-dire, on était toujours accompagnés par l'armée. Donc, il était hors de question d'entrer dans l'intimité d'une famille avec des soldats israéliens derrière mon dos. Donc, c'est pour ça que je suis rentrée en taxi collectif. Les contrôles étaient assez légers à l'époque. J'avais donné mon passeport français, mais à mon nom de jeune fille.
Bon, je sais pas. Ils m'ont laissé passer. Je ne sais pas s'ils ont su ou pas que j'étais journaliste, j'en sais rien. Toujours est-il que moi, j'ai vécu dans une famille avec les enfants. Et c'est une manière de vie qui était assez particulière parce qu'on pouvait sortir que 1 heure par jour pour faire les courses au marché. Et quand on sortait, j'entendais les pas des soldats, les bottes des soldats. Franchement, ça faisait peur. On sentait qu'ils étaient prêts à tirer à tout moment. Et voilà, et puis je suis repartie, toujours en taxi, et on a diffusé ce reportage clandestin à Gaza. Donc, pas mal de reportages clandestins, et puis des moments aussi extraordinaires. J'ai couvert aussi la libération de Nelson Mandela. Parce que finalement, l'Afrique du Sud, l'ambassade, ils étaient malades de colère que j'y sois allée clandestinement et qu'on ait diffusé tous ces reportages. Donc, j'ai été privée de visa pendant des années. Et puis, à un moment, ils m'ont donné à nouveau mon visa. Le régime avait changé, l'apartheid allait disparaître. Donc, j'ai interviewé Nelson Mandela à sa sortie de prison. C'était très particulier aussi parce que il est sorti de prison en 90 et je ne sais pas s'il le savait, mais pour avoir une interview avec lui, il fallait payer très cher. Il fallait payer son parti, l'ANC, et évidemment la régie d'Antenne 2 à l'époque. J'avais pas l'argent pour m'aligner avec les télévisions américaines, mais il se trouve que je connaissais sa sœur qui vivait dans un Bantoustan. Un Bantoustan, c'était une espèce de proto-État reconnu uniquement par l'Afrique du Sud, assez loin de Soweto, où il est allé après avoir été libéré, dans sa petite maison. Et je suis allée chercher sa sœur. Elle était toute contente de venir voir son frère. Et à 4h du matin, clac, j'ai sonné à sa porte parce que je savais qu'il se levait très tôt à cause de toutes ces années de prison. Et il a ouvert la porte. Il a vu sa sœur. Moi, j'étais planquée derrière sa sœur qui était assez imposante. Et le caméraman aussi, on filmait. Et il a embrassé sa sœur et tout ça. Et il m'a vu. Et tout de suite, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, vous avez l'air en forme. C'est vrai qu'il a l'air très en forme. Il m'a dit, mais vous aussi, vous avez l'air très en forme et tout ça. Et voilà. Et on a parlé pendant 3-4 minutes. Pensez-vous que vous en êtes sorti mieux ou moins bien qu'avant? À la fois mieux et plus mal. Parce que être en prison est quelque chose de grave. J'ai perdu 27 ans, mais en même temps, j'ai pu m'asseoir, réfléchir, et sur ce plan-là, j'ai beaucoup gagné. Je voyais les gens de l'ANC qui étaient sidérés d'épouvante de voir ça, parce que c'était une toute petite maison avec un petit jardin. Les gens de l'ANC étaient dans le jardin, ils voyaient cette scène absolument impensable se dérouler sous leurs yeux, de quelqu'un qui était rentré sans avoir payé, et il y avait les praticables de toutes les télévisions américaines au-dessus de nous avec les journalistes américains et tout ça, et moi tout en bas dans le jardin. Et puis là, il m'avait dit une chose qui m'avait frappée, il m'avait dit, vous savez, dans la vie, il faut jamais se battre contre les hommes, il faut se battre contre les systèmes. Donc je fais une interview rapide comme ça avec lui jusqu'à ce que les mecs de l'ANC, le service d'ordre, se ressaisissent et prennent le caméraman comme ça. Ils l'ont jeté littéralement par-dessus le mur. Pareil, le preneur de son et tout ça. Et Mandela a dit non, elle, laissez-la. Et moi, je suis restée avec lui. J'ai passé une matinée comme ça avec lui. Et c'était quelqu'un d'incroyable. Il diffusait des ondes autour de lui dans lesquelles on se sentait bien. Je sentais sa dureté, mais en même temps, il avait un côté aérien. Et il y avait plein de gens pendant cette matinée de l'ANC qui venaient le voir pour lui rendre hommage, ses vieux copains et tout ça. Je l'ai interviewé plusieurs fois, donc à ce moment-là, bien sûr, mais aussi quand il est devenu président, quand il est venu à Paris, d'autres fois encore en Afrique du Sud. Enfin, vraiment, voilà, c'est quelqu'un, je pense que c'est l'homme d'État qui m'a le plus impressionné et de loin, de très, 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 très loin. J'ai jamais vu quelqu'un qui ait cette classe. Jamais. Et qui posait toujours un regard bienveillant sur les gens et en effet toujours essayant de les comprendre, ne luttant pas contre eux mais luttant contre les systèmes. J'ai retenu cette phrase. Ça, c'était un très très grand moment dans ma vie de journaliste. Merci d'avoir écouté ce 3e épisode de la saison de Destin consacré à Martine Laroche-Joubert.
Destin est un podcast Énergie imaginé par Sarah Conan. Rédaction en chef et interview, Anaïs Kopman. Production, Anne-Cécile Kiry. Réalisation, Cédric Ledoré. À très vite pour un nouvel épisode.